Jacques Jocelyn-Paul, qui a écrit ça, c'est pour ça qu'on avait eu envie de le voir. Il vous dira éventuellement un peu ce qu'il fait dans la vie en dehors d'écrire des livres sur l'Arabie saoudite. Alors, ce bouquin, pour ceux qui plongeront dedans, je vous conseille pas d'essayer de le lire d'un seul coup, mais en revanche, il y a 1000 choses passionnantes et érudites. Comme je disais à notre orateur, on sent que c'est un travail de passionné, de collectionneur, qui une fois lancé dans son sujet a peut-être eu du mal à s'arrêter. Par exemple, si vous avez envie de comprendre enfin tous les tenants et les aboutissants du pacte historique entre la famille Saoud et Wahhab, et le Wahhab des Wahhabites au début, c'est sans doute un des bouquins où vous avez une chance de comprendre. Hein. Donc voilà pourquoi on avait envie d'écouter Jacques Jocelyn-Paul, avec l'idée en plus que il n'y a pas beaucoup d'occasions d'entendre des gens qui connaissent bien ce pays, dont on comprend tous qu'il a une importance certaine dans l'échiquier de la région. Alors, il semble que dans l'invitation sur le site du club, j'ai peut-être un peu exagéré à quel point c'est un désert médiatique, si je puis dire, l'Arabie Saoudite, et notamment Isabelle Coué des Échos, dont vous avez peut-être certains d'entre vous aperçu la page sur l'Arabie Saoudite dans le journal de vendredi dernier, m'a dit que maintenant il y a une journaliste française installée sur place, accréditée. Voilà, pour Clarence Rodriguez Vial, qui est la permanente féminine accréditée par les Saoudiens. Voilà. Je vous laisse nous parler de ce pays avec l'idée que, bien sûr, comme d'habitude, vous aurez, après un exposé liminaire, tout le temps de poser les questions que vous souhaitez poser. Merci beaucoup pour cette introduction. Je vais d'abord me présenter. Évidemment, Jacques Jocelyn-Paul, ce n'est pas mon nom, mais parce que je suis encore actif en Arabie Saoudite. Donc il faut que, pour écrire sur l'Arabie Saoudite, je prenne par rapport à ma profession une certaine distance, qui n'est pas une façon de se cacher, parce que les Saoudiens savent exactement qui est derrière le livre, mais qui est une façon de mettre la décence ou la politesse par rapport à un écrit qui n'est pas dans le centre de mes activités professionnelles. Donc ici, c'est Jacques Jocelyn-Paul qui parle. Jacques, c'est mon prénom. Jocelyn, c'est celui de mon épouse. Et Paul, on va dire paradoxalement que c'est un collectif de Saoudiens qui nous ont aidés à travailler sur ce livre. Voilà. Si vous êtes journaliste, vous citez Jacques Jocelyn-Paul, peut-être pas dans l'obligation de dire que l'autre côté du Janus, c'est en fait une personne qui dirige le groupe Airbus en Arabie et qui est également président des conseillers du commerce extérieur. Donc j'ai cette double casquette. Là, je parle en tant que Jacques Jocelyn-Paul, mais puisqu'il n'y a rien de caché, je vous dis qui je suis vraiment. Voilà. L'Arabie, c'est un pays qui a une assez vilaine image quand même en France, et ceci depuis assez longtemps. On pourrait le dire en alexandrin. Je vais vous le lire en alexandrin. Les Français sont lassés de chercher désormais des climats que pour eux le destin n'a point fait. Ils n'abandonnent point leur fertile patrie pour languir au désert de l'aride Arabie et venir arroser de leur sang odieux ces palmes que pour nous Dieu fait croître en ces lieux. C'est Voltaire, 1732, qui déjà se préoccupait de l'Arabie, et pas de Dubaï, et pas des Émirats, vraiment de l'Arabie. Et c'est une image qui est pas bonne, et comme la réputation, c'est l'ensemble des malentendus accumulés sur un nom, mal entendu ou mal entendu, vous l'écrivez comme vous voulez, moi je voudrais d'abord évoquer une dizaine de clichés et essayer d'y répondre. Mais si vous avez des clichés encore plus profonds ou plus agressifs, le but des questions-réponses, c'est d'aller vraiment au fond. Exemple, si vous pensez que c'est le berceau du terrorisme, on y va et on en parle. Mais vous pouvez penser à autre chose.
La première chose, c'est un pays bien désertique et ennuyeux. Oui, c'est vrai, c'est un gros désert, c'est d'ailleurs ce qui explique un peu la genèse de ce livre. Nous étions en 2003-2004, mon épouse et moi, entourés par beaucoup d'incidents qui étaient les incidents d'Al-Qaïda à l'époque, et en tant que chef à cette époque de Thales en Arabie et non pas d'Airbus, je conseillais à mes salariés de ne pas faire de sortie désert. Or c'est un pays dans lequel les cinémas n'existent pas, les théâtres n'existent pas, la musique est interdite, le concept étant on ne fait pas de passion ou de jeu dans ce qui est l'équivalent d'une grande mosquée. Donc vous êtes le chef, vous êtes avec votre épouse, vous conseillez à tout le monde d'être très très discret à l'extérieur vu les risques, et vous vous retrouvez le week-end complètement désemparé à part la piscine et le soleil. Donc on a décidé de se pencher sur la boîte noire et de convoquer quelques Saoudiens pour en parler. Et c'est comme ça qu'on a construit un peu à la Scheherazade des fiches qui sont devenues en fait un livre de référence pour nous d'abord, puisqu'on voulait comprendre, et qui a été fait de telle façon qu'il fallait répondre à toutes les interrogations qu'on n'avait pas résolues en 2-3 ans. Alors ça c'était 2003, on est encore en 2016, donc on a mis un petit peu de temps pour le faire. Donc pays désertique, mais le désert incite à la réflexion, c'est d'ailleurs pour ça qu'il y a eu tant de prophètes dans ce pays, et sans être des prophètes, c'est pour ça qu'on a écrit ce livre. Pas tout à fait désertique parce qu'il pleut souvent. Par exemple, moi je suis passé en France cette semaine, je sais que ma maison est inondée aujourd'hui. Il y a eu des orages dramatiques à Riyad, j'ai 1 mètre d'eau dans mon sous-sol. Il n'y a pas d'isolation, il n'y a pas de drainage, c'est un peu le sous-développement dans les BTP, et vous avez donc des conséquences très très fortes que vous n'auriez jamais à Paris, et vous pouvez avoir des grosses inondations. Ennuyeux, oui, si vous le prenez comme ce que devrait être le reflet de ce que vous vivez en France ou en Europe. C'est pas la même culture. Si vous ne descendez pas dans la culture ou dans une approche de la culture, évidemment, ça devient complètement lisse et très très ennuyeux. Deuxième cliché, c'est un pays tribal, englué dans des mythes d'une autre époque. Oui, c'est un pays tribal. Et c'est un pays tribal, là, il faut insister très très fortement sur le fait que c'est ce qui permet de distinguer dans la tête des Saoudiens ce qu'est un vrai Saoudien ou un vrai, entre guillemets, arabe authentique, et ce que n'est pas un arabe authentique. Pour eux, la genèse familiale du sang, elle remonte à Adam et Ève. Vous avez Adam et Ève qui tombent sur Terre. Ève tombe à Jeddah. Jeddah, ça veut dire la grand-mère, c'est parce que Ève est tombée à Jeddah. Et puis Adam est tombé, lui, au Sri Lanka. Et ils se sont rejoints à la Mecque, sur le mont Arafat. L'homme étant d'ailleurs à cette époque plus galant qu'il n'est aujourd'hui, puisque c'était lui qui avait plus de chemin à faire. Et à partir de là, vous avez une descente historique qui se fait dans la tête de tous les Saoudiens, qui passe bien sûr par Abraham, et qui ensuite distingue entre Isaac et Ismaël. Alors vous avez Isaac qui va donner, et je le fais dans des termes saoudiens, tôt ou tard les 12 tribus juives, et puis vous avez Ismaël qui lui va donner un certain nombre de tribus. Et dans ce branchement généalogique, vous avez deux façons d'être tribal et donc saoudien authentique. L'une qui est un petit peu avant Abraham, il y a un ancêtre qui s'appelle Yarob, qui branche les tribus du sud, ce qu'on appelle les Kartani, et vous avez un ancêtre qui est juste après Ismaël, donc le fils de Hagar et de Abraham, et qui donne les tribus du nord. Et vous êtes capable de remonter aux tribus du nord qui sont en fait les Adnan, ou les tribus du sud qui sont en fait les Kartanes, et là vous êtes du club, pas du club des vigilants, mais du club des Saouds. Et toute la tradition orale pour authentifier que vous êtes vraiment très très proche de vos valeurs, elle est en fait la récitation de vos ancêtres pour remonter effectivement ou fictivement à ces deux ancêtres éponymes, Kartan ou Adnan. Ce qui induit d'ailleurs dans le fonctionnement de la société des distances qu'on ne perçoit pas trop en France ou même au Maghreb. Mes amis maghrébins qui viennent
dans ce pays ont l'impression qu'ils sont des Arabes de première zone. En fait, ils sont de seconde zone, sauf si, comme certains d'entre eux, ils sont capables, par la tradition orale, de remonter à Qartan ou à Adnan. Et c'est le droit du sang, c'est ce qui fait fonctionner l'approche tribale. Et cette approche tribale est très importante, on le verra, sur plusieurs points, notamment le point religieux. Ça nous permettra de parler de Daesh et d'autres personnes de façon un peu différente de ce qu'on voit dans la presse. Alors, le fait tribal ne relève pas tout à fait de mythe suranné. Il faut que vous sachiez, il faut savoir que la tombe de Ève, qui est la tombe de Jeddah, existait jusqu'en 1938 et que la doctrine wahhabite, intransigeante pour la représentation humaine et pour les tombes et pour les pèlerinages autres que ceux donnés à Dieu, que cette tombe d'Ève a été rasée en 1938 par les Al-Saoud. Un réseau tribal qu'on peut distinguer, je ferai parcourir ce diagramme, pour tous les pays du Golfe. C'est-à-dire qu'on est capable de rattacher pratiquement tous les pays à une tribu très très claire. Et il y a deux choses importantes. La première, c'est la tribu du prophète, qui s'appelle les Koreyesh. Vous êtes Koreyesh ou vous n'êtes pas Koreyesh. Et puis l'autre, vous avez une distinction entre tribus plutôt du sud et tribus du nord. Après, il y a énormément de détails, mais avec ce genre d'analyse, vous voyez par exemple très simplement que le Koweït, Bahreïn, l'Arabie Saoudite, ce sont, par ce lien du sang, des cousins. On voit les tribus très très proches et non pas aussi éloignées qu'elles vous semblent quand vous regardez uniquement la version diplomatique ou la version familiale des différentes entités princières. Donc un pays tribal, un pays dont on reproche souvent la caractéristique d'être un pays de monarques d'opérette. L'impression que certains amis me donnent, c'est que pour eux, les Al-Saoud, ce sont des gens qui sont venus en gros en 1930, ils ont fait le rapt du moment et ils ont pris, par chance, dès que le pétrole a été découvert en 1928 ou 38, je ne sais plus, ils ont pris le magot. En fait, non, c'est une dynastie qui est bien plus longue. Et ce que vous voyez depuis 1930, c'est ce qu'on appelle le troisième État. Ça veut dire qu'il y en a eu deux avant. Et le premier, c'est 1744-1815, où vous avez des Al-Saoud qui, en 1744, font un pacte avec les religieux, ce qu'on caricature un peu souvent comme le pacte du sabre et du Coran, ou du sabre et du goupillon, hein, mais c'est l'équivalent. Et en 1744, vous avez un certain Abdallah qui crée une filière Al-Saoud qui va être arrêtée à la fin du premier État en 1815 par les Turcs, parce qu'évidemment l'Empire ottoman, au bout d'un certain moment, n'a pas beaucoup apprécié cette concurrence locale, pas seulement politique, mais religieuse. Pour la petite histoire, il faut savoir que la capitale de l'époque, qui s'appelait Al-Diriya et non pas Riyad, a été détruite par les canons turcs, qui étaient dirigés par un ancien officier de Bonaparte qui s'appelait Anton Self, qui a son buste à la préfecture de Lyon, qui s'est fait musulman et qui dirigeait en fait les canons ottomans pour détruire le premier État en 1815. En 1815, cet État se termine par la décapitation et le découpage en petits morceaux du roi, dont les morceaux sont jetés à Sainte-Sophie aux chiens. Un certain nombre de Al-Saoud s'échappent dans la famille, en Égypte, dans le désert, et puis peu à peu, il y a une restauration, comme il arrive souvent dans ces cas-là, et cette restauration, on la voit venir vers 1824-1831, il y a des petits rebonds qui sont historiquement pas intéressants à votre niveau, et ça fait le deuxième État, qui est un deuxième État qui va se finir en gros en 1875, où vous avez une succession de Al-Saoud, qui descendent des premiers, qui se partagent le centre de la péninsule, et qui apprennent à cette occasion que, et c'est important pour nos discussions ensuite, lorsqu'ils se divisent, ils finissent tous par périr. Parce qu'il y avait en fait
des monarques qui venaient de deux mers différentes et qui se sont déchirés dans une succession incroyable d'alternance le pays entre 1824 et 1875. In fine, ils ont perdu le pouvoir à force d'être divisés familialement. Ce ne sont pas les Turcs qui les ont nettoyés, mais une tribu qui a été soutenue par la Turque, Al-Rachid, et qui a repris Riyad, qui était devenue leur capitale. Et puis, comme toujours, il y a 2-3 Saouds qui s'échappent, notamment ils vont chez les cousins du Koweït, qui sont des cousins tribaux très proches, les Al-Sabah, ils se réfugient. Les Ottomans sont prudents et préfèrent que ce soit les Al-Sabah qui épaulent les Al-Saoud plutôt que de les laisser dans le vide, donc il y a une petite rente. Et puis un jour, le Al-Sabah, le dirigeant du Koweït, en a un petit peu assez de ses agitateurs et donne un peu d'argent au père du grand Al-Saoud, celui qui créera le 3 États, pour faire des razzias pour éventuellement reconquérir Riyad et l'Arabie. Ça marche pas tout de suite. Ensuite, c'est le fils Abdelaziz qui arrive et il reprend le contrôle de Riyad avec un épisode mythique qui est historiquement la seule chose qu'on raconte aux enfants en Arabie. Leur histoire commence là. Ils ne parlent pratiquement pas des 2 premiers États. Donc vous êtes dans la saga que vous pouvez voir quand vous allez en Arabie, Al-Saoud qui reprend sa ville avec une attaque de fortin, c'est assez joli. Et vous créez le 3e État que vous connaissez maintenant. Abdelaziz ensuite a des fils, et ses fils, successivement, jusqu'à Salman aujourd'hui, dirigent le royaume. Donc ce ne sont pas des souverains d'opérette. Il y a eu quand même 247 ans de règne, en cumulé sur les 3 États. Nous avons fait avec nos amis saoudiens le compte des crises majeures. On en a compté 104 en 268 ans. Quand je dis crise majeure, c'est bataille, putsch, émeute, meurtre, terrorisme interne. C'est une crise majeure tous les 30 mois. Donc en matière de gouvernance, c'est quand même un gros succès d'une dynastie. Alors je sais bien, j'ai le complexe de Stockholm, mais ça ne se dit pas. En général, on commence en 1930. Et c'est un souverain tous les 12 ans. Voilà. Autre cliché, le 5e, c'est un pays de schizophrènes et d'hypocrites. C'est-à-dire qu'on a tous un peu l'impression, quand on vient dans ce pays, qu'il y a 2 poids, 2 mesures. Dans ce pays, les Al-Saoud et une partie de leurs élites sont très très rigoristes, pas d'alcool, pas de démonstration forte dans ce qui est l'équivalent d'une mosquée. Et puis dès qu'on les voit sur la Côte d'Azur, dès qu'on les voit ailleurs, on n'a pas l'impression, ou au Phuket, on n'a pas l'impression d'avoir les mêmes. Bon. En fait, c'est assez compliqué parce que on verra, à propos du terrorisme tout à l'heure, que c'est un pays qui a une certaine approche presque laïque. Je provoque et vous verrez pourquoi. Cette hypocrisie, elle est quand même pas seulement à rattacher aux Al-Saoud, parce que je vous rappelle quand même qu'avant que les Al-Saoud, en 1930, reprennent le contrôle de leur pays, on était dans l'hypocrisie, la schizophrénie franco-anglaise. Et ce qu'il faut que je vous rappelle, les accords Sykes-Picot de 1916, la déclaration Balfour, toutes des choses qui étaient faites alors qu'on disait objectivement au shérif de la Mecque et au Al-Saoud qu'on parlait d'unité arabe, alors qu'en fait on se partageait facilement les choses. Avec une hypocrisie également qui était très datée de l'époque, qui était l'hypocrisie du Foreign Office anglais, puisque vous aviez un bureau qui protégeait celui qui va être Al-Saoud et un autre bureau qui protégeait le shérif de la Mecque. Alors notez bien, le shérif de la Mecque, lui, descend du prophète, les Al-Saoud ne descendent pas du prophète. Et vous aviez Philby, le fameux espion qui était dédié à gérer Al-Saoud, et puis vous aviez également Laurence, alors le grand Laurence d'Arabie, qui lui s'occupait de l'autre partie. Et finalement, si vous regardez l'histoire avec un peu de recul, la politique anglaise, c'était que le meilleur gagne, mais quand même, 1916-1917, c'est quand même nous qui organisons derrière. Donc on ne peut pas dire que ce soit eux, au plan diplomatique, qui aient eu le plus d'effets divergents, schizophrènes ou ambigus. Alors l'autre ambiguïté, elle peut venir de la religion. On sait qu'on associe souvent au Saoud le mot wahhabite, parce qu'il y a un penseur
très fort, qui a été en fait Abdelrahman Al-Wahab, l'homme qui a signé en 1744 le pacte avec le premier Al-Saoud, à toi le sabre et à moi la gestion religieuse du pays. En fait, ce qui se passe dans ce pays, c'est une dérivation des 4 grandes écoles juridiques de l'islam sunnite. Chez les sunnites, vous aviez 4 façons d'adapter finalement le Coran à la vie pratique. Vous avez les Malikites, vous avez les Hanafites, vous en avez les Hanbalites et vous avez les Chaféites. Je simplifie beaucoup. Hanafisme, vous êtes plutôt dans l'Empire turc. Chaféisme, vous êtes plutôt Égypte, Indonésie en ce moment. Et puis Malikite, c'est plutôt le Maghreb. Et Hanbalite, maintenant, c'est essentiellement l'Arabie. Et il y a 4 écoles différentes d'interprétation pratique. Ça s'appelle des écoles théologiques, dont une, le Hanbalisme, qui a donné 2 penseurs, un qui est Bin Taïma et ensuite Abdel Wahab, le Wahab de 1744, qui eux vont être dans les plus rigides dans l'interprétation du Coran, littéral et autres. Alors, ce qui est intéressant, c'est pas seulement de décrire la religion, c'est de décrire les conséquences institutionnelles de cette religion. Je vous ai dit tout à l'heure que tout était tribal. Il se trouve que le shérif de la Mecque et beaucoup d'autres descendants, comme le roi du Maroc, le roi de Jordanie, descendent du prophète à travers la tribu des Koraïch. Et il se trouve que les Al-Saoud ne descendent pas du prophète, parce qu'ils descendent d'une tribu autrefois chrétienne, qui est la tribu des Hanifa. Pourquoi c'est important? Parce que très longtemps, le califat, en tout cas au minimum la gestion des 2 lieux saints, ne pouvait être en théorie exercé que par un descendant du prophète. Et les 3 premières écoles, Malékites, Hanafites, Chafiites, disent oui, ça c'est important, et ils le disent pratiquement jusqu'au moment où Atatürk abolit le califat. La 4e école, avec Bin Taïma et avec Abdel Wahab, dit oui, bon, le prophète, oui, mais non, ce qui est important, c'est ce que Allah a choisi. Donc si on a donné la force aux souverains de diriger le pays et de prendre les lieux saints, c'est un acquis. Vous n'avez pas besoin d'être descendant du prophète. Donc cette ventilation par école n'est pas seulement un problème religieux, c'est presque un acte constitutionnel. C'est ce qui donne la légitimité au Al-Saoud de s'occuper des lieux saints alors qu'ils ne descendent pas du prophète. Et par exemple, c'est une incidence qu'on verra tout à l'heure, c'est pour ça que le leader de Daesh, Al-Baghdadi, qui descend de la tribu du prophète Koraïch, se déclare calife. En fait, c'est la contestation directe du leadership des Al-Saoud, pas seulement par des voies religieuses, mais par des voies institutionnelles ou constitutionnelles, du leadership des Al-Saoud sur les 2 grandes mosquées. Voilà. Donc, 6e cliché, c'est le berceau du terrorisme islamique. Alors, oui, on a tous entendu parler de Bin Laden, on entend énormément parler de Daesh et de Al-Baghdadi. En fait, c'est un petit peu plus compliqué, et je vais me raccrocher à ma provocation sur la laïcité tout à l'heure. En fait, les penseurs que je vous ai cités, Taïma et Abdel Wahab, quand on parcourt leurs écrits avec l'aide un peu des Saoudiens, parce que je ne suis pas un théologue, je ne suis pas un expert des sciences religieuses, disent quelque chose de très intéressant assez souvent. Ils disent, voilà, il ne faut pas que les musulmans fassent la même erreur que les chrétiens. Quand les chrétiens, jadis, ont voulu que ce soit les religieux qui exercent le pouvoir, on a confondu les actes de religion et les actes gouvernementaux normaux. Comme les actes gouvernementaux sont toujours des questions de compromis, ça fait penser finalement aux fidèles que les actes religieux le sont aussi. Donc ça dégrade la vision de la religion chez les fidèles. Et c'est le début de l'athéisme. Donc il faut une séparation de l'Église et de l'État. Ça va vous surprendre, c'est en gros la thèse qui est derrière Abdel Wahab. Séparation conditionnelle. Je ne vous dis pas qu'on est dans la loi française. La séparation, c'est la suivante. Il faut que
toute la société soit imprimée des valeurs religieuses, de la charia, et que vraiment le souverain se charge que la société marche à la charia. En revanche, il ne faut pas que ce soit les imams ou les religieux qui prennent les actes de gouvernement. Et de fait, vous regardez l'histoire des Saoudiens, à part le ministère de l'Éducation, parce que ça, vous imbibez la société de charia, le ministère du pèlerinage et la justice, parce que c'est la justice chariatique, tout le reste n'est jamais occupé par un membre éminent des imams ou des universités de Médine ou autres. Il y a une séparation des pouvoirs, ce qui conduit un peu à cette idée d'hypocrisie. Al-Saoud n'est pas seulement un homme qui a fait un pacte avec le religieux, c'est aussi quelqu'un qui se détache au titre des actes de gouvernement de l'application quotidienne de la religion. Et c'est pour ça que vous avez une opposition totale, en tout cas au niveau de la sphère dirigeante Al-Saoud, aux valeurs des frères musulmans, aux valeurs d'Al-Qaïda et aux valeurs de Daesh. Parce que si vous lisez bien les frères musulmans, par exemple Sayed Qutb ou Assa al-Banna, si vous lisez ce que disait Oussama Bin Laden ou maintenant al-Baghdadi pour Daesh, ces trois doctrines ont pour vertu pour objectif une théocratie, c'est-à-dire en fait un mélange des actes de gouvernement et des actes religieux. Le Al-Saoud, s'il accepte ça, sachant qu'en plus il ne descend pas du prophète et il n'a aucune légitimité sur les deux mosquées, il scie les deux branches qui fondent sa puissance, à la fois sur l'Oumma à travers le gardien des lieux saints, et à la fois sur sa population, auquel il n'a pas vendu une théocratie, il n'a pas vendu une démocratie, on est bien d'accord. Il a vendu un espèce de Canada Dry, à condition que la police religieuse imbibe la société, je suis libre dans mes actes de gouvernement. Donc, moi, je réfute totalement l'idée qu'il y ait eu, au-delà d'opportunités politiques, par exemple sur l'Afghanistan pour Al-Qaïda, la volonté des Al-Saoud de financer soit les frères musulmans, ça me semble évident, soit Daesh, soit Al-Qaïda, parce que c'est financer l'ennemi intime. En revanche, cette société, elle est diverse. Et vous avez dans l'Arabie Saoudite des gens qui sont complètement calés sur les valeurs de Al-Qaïda, complètement calés sur les valeurs d'Al-Daesh, et complètement calés, même si maintenant l'Arabie a déclaré que c'était une association de terroristes, sur les valeurs des frères musulmans. Mais en haut, la volonté de punir, notamment depuis les attentats de 2003 et même encore maintenant, ceux qui sont dans la mouvance de Al-Qaïda, de Daesh, voire même des frères musulmans, elle ne peut pas être mise en doute. Et ils ont la doctrine en tant que wahhabite, bin Taïma, que je vous ai expliqué, qui leur permet de les juger comme déviants, de les mettre en prison et de les redresser. Maintenant, c'est plus compliqué dans la société, parce que, je vous rappelle ce que j'ai dit tout à l'heure, l'éducation reste dans les mains des religieux, c'est l'endroit où on n'est pas dans un acte de gouvernance, et cette éducation est sur des bases extrêmement rétrogrades. La seule chose que j'ai pas voulu faire pour pouvoir quand même être publié calmement, c'est l'analyse des manuels scolaires. L'analyse des manuels scolaires est assez dramatique. Donc vous avez toute une population assez jeune qui est sur des valeurs qui, d'une certaine façon, contredisent les objectifs des Al-Saoud parce qu'elles imbibent de proximité forte avec le salafisme ou le djihadisme pur le plus fort que vous constatez. Je vous donne un exemple. Moi, j'habite à côté d'une mosquée qui fait les 5 prières par jour. Et lorsqu'il y a eu les attentats de République de... Oui, mais j'ai pas la date. Oui, enfin bon. Le 13 novembre Oui, à Paris, mais... Voilà, Bataclan, voilà. Salman a décidé 3 jours d'illumination bleu-blanc-rouge des 3 grandes tours de Riyad.
et a fait quelque chose que même dans d'autres pays on l'a pas fait. La mosquée d'à côté de chez moi, elle a pris un prêche le vendredi d'après qui était oui, il n'y a pas eu assez de morts. D'ailleurs, ils en avaient tué un petit peu plus en Algérie. Continuons le combat. 3 jours après, le ministre de l'Intérieur a éradiqué les 10 têtes de la mosquée. Donc vous avez une société à plusieurs vitesses et qui ne répond pas toujours aux mêmes objectifs. Et vous avez également, en dessous des gouvernants, une élite d'affaires qui est plutôt traditionnelle, calme, qui veut plutôt ne pas mettre le fer sur le feu, mais dont certains ont également, pour des raisons personnelles, idéologiques, une proximité plus forte avec Daesh ou avec Al-Qaïda que la famille royale. Donc ce n'est pas un système homogène, c'est ça que je veux vous vendre. L'autre chose également, c'est que on peut presque mettre dans 2 blocs les frères musulmans Daesh et Al-Qaïda d'une part, et les Al-Saoud sur des valeurs très très importantes. Par exemple, dans la tradition, on va dire Al-Qaïda, Daesh et frères musulmans, il y a soumission totale du politique au religieux. C'est ce que j'appelais la volonté théocratique. Mais le djihad, lui, doit être offensif. C'est un devoir personnel, individuel, qui peut être décidé par un émir. Dans la doctrine wahhabite telle que l'applique les Al-Saoud, le djihad ne peut être que défensif et il dépend du consensus des oulémas, dont une partie sont un peu fonctionnalisés, ou de l'autorité politique. Pas du tout le même schéma. Vous ne pouvez pas imaginer, en tout cas au niveau des Al-Saoud, qu'on lance un djihad même si on était très fâché, hormis une agression d'un pays occidental qui justifierait un djihad défensif évident. L'autre chose, c'est que il y a, du point de vue de l'islam, rejet total du soufisme, du chiisme, du nationalisme arabe, ça c'est les frères musulmans, du tabligh, du pan-islamisme par les wahhabites. C'est plus compliqué de l'autre côté. Voilà pour un cliché, on en parlera en plus. Votre 7e cliché, c'est la loi de la jungle dans un pays de machos. Oui, c'est pas très faux. C'est une régulation qui paraît archaïque. C'est bien la décapitation pour le parricide, la mise en péril de la sécurité nationale. Quand ils ont décapité le leader chiite qui a fait tant de bruit avec les 47 morts il y a à peu près 1 an, je crois. En fait, eux, ils décapitaient quelqu'un qui était un imam chiite de la région pétrolière qui est essentiellement chiite, qui appelait sur une partie de ses discours à la sécession de la province pétrolière vis-à-vis du reste. C'est la mise en péril de la sécurité nationale. Pour nous, c'est un acte barbare de décapitation dans un pays qui ne respecte pas les droits de l'homme. La vision, elle est un peu différente. Une moquerie écrite contre le Coran, le prophète ou un ouléma, l'homosexualité masculine, l'adultère féminin et le vol en bande organisée. Tout ça, c'est la décapitation. Et puis derrière, vous avez des mesures qui peuvent rendre jalouse la place Beauvau. Par exemple, 5 à 10 ans de prison pour détenir plus de 24 bouteilles d'alcool. C'est assez dangereux. 3 à 6 ans et 300 coups de fouet pour la mixité sexuelle. Moi, je suis obligé, dans mes entreprises, d'avoir une section homme, une section femme, et on ne peut pas mélanger. Vous ne pouvez pas, sans trop de risques, promener la femme de votre copain dans votre voiture si le copain n'est pas dans la voiture. Il y a un risque si vous êtes contrôlé. C'est un peu embêtant. Mais le maintien de l'ordre est la priorité, et comme le disait Bintaima, 1000 ans de tyrannie valent mieux qu'une minute d'anarchie. C'est un pays fondamentalement conservateur qui ne veut pas que ça bouge, en tout cas dans l'ordre, et qui préfère l'arbitraire, même tendu, au désordre. C'est une volonté de gestion serrée des tribus aussi. Quand vous dites que c'est un pays conservateur, vous parlez des dirigeants ou je parle là, je suis Al-Saoud. Hein, voilà.
La population est assez conservatrice, puisqu'elle est quand même empreinte des valeurs tribales assez fortement, et également c'est une conservation de sa famille, de son clan, de sa tribu, par le mariage, par le sang. C'est vraiment défensif, c'est-à-dire que la personne externe est en train de diluer votre être. Et en ce sens, elle est conservatrice. Voilà. Alors, un pays de machos, oui, c'est compliqué, ça évolue, hein, ça évolue quand même. On avait, sous le roi Abdallah, sa fille, Adela, qui était très offensive pour défendre les droits des femmes, et qui a fait faire un certain nombre de progrès. Sur le voile, c'est un instrument de reconnaissance qui est maintenant a dépassé l'Arabie Saoudite, mais je vous rappellerai quand même que c'est plus un problème culturel qu'un problème religieux. J'en veux par exemple pour preuve, même si ça déplaît à mes amis wahhabites, la fatwa qui a été prise par l'université Al-Azhar au Caire, qui date de début septembre, qui dit que le voile islamique n'est pas une obligation musulmane. C'est passé complètement inaperçu ici. Ça n'a pas été commenté en Arabie Saoudite, mais Al-Azhar, qui est quand même un des centres de pensée religieux importants, a émis cette fatwa. Et puis je vous rappelle dans le passé des petites choses qui sont sympathiques, notamment que c'est un Assyrien en 1000 avant Jésus-Christ qui a été le premier à voiler les femmes pour que l'on puisse distinguer les femmes vertueuses des prostituées, que l'Ancien Testament n'est pas tout à fait évident. Quand vous voyez Isaac et Rebecca qui se rencontrent, on dit, et la servante dit, c'est mon maître, puis elle prit un voile et s'en couvrit la tête. Et puis vous pouvez aller voir Saint Paul, premier épître aux Corinthiens, chapitre 11, 1 à 16, ne pas parler pendant les assemblées, couvrir les têtes et être soumise au mari. Et vous avez Tertullien qui a été quand même un homme important, puisque c'est lui qui a développé le plus efficacement dans la patristique l'histoire claire de la Trinité, qui a écrit un livre De Virginibus Velandis, de la nécessité de voiler les vierges. Donc il y a un contexte culturel qui chez nous s'est interrompu et qui chez eux se prolonge. Alors l'accélération s'est faite en grande partie en 79, je dirais dans une compétition Iran-Arabie Saoudite, sachant qu'avant 79, on trouvait encore des occidentales qui n'étaient pas obligées de se voiler, on trouvait encore des voiles qui étaient de couleur, ça s'est fortement réduit. Mais ceci n'est pas irréversible. Les wahhabites sont complètement, je ne devrais pas dire wahhabites, je vous expliquerai pourquoi, contre la fatwa de Al-Azhar que je vous ai dite, mais elle existe néanmoins. Donc ça peut encore bouger. Voilà. J'ai fini. Et ils devront tôt ou tard importer la démocratie. Je pense qu'on peut traiter différemment, puisqu'on a déjà parlé de la théocratie, de la démocratie et de la volonté de ne pas passer outre. Voilà. Pierre-Yves Cosset, je vous remercie, tout ceci était tout à fait passionnant. Pourriez-vous donner quelques compléments à propos des religieux? Qui sont-ils? Les oulémas dépendent de qui? Il y a des chiites, comment ça se passe avec les chiites? Et enfin, à propos d'Al-Azhar, y a-t-il des relations entre ces savants religieux saoudiens et d'autres éléments qui réfléchissent dans l'islam? Alors les religieux, reprenons la vision tribale. Vous avez deux tribus qui sont voisines, les Hanifa qui sont la tribu des Al-Saoud, qui ne sont pas Koraïèges comme vous le dites, et vous avez une tribu qui ne descend pas des Koraïèges, qui s'appelle les Tamim. Et les Tamim ont donné Abdel-Wahhab, le grand penseur, et ses descendants s'appellent ensuite les Al-Sher. C'est ce qui brouille un peu les choses. L'ambassadeur d'Arabie Saoudite d'avant celui-ci était un Al-Sher. Bon. Les Al-Sher ont plusieurs branches et donnent pour beaucoup des oulémas, les grands penseurs, parce qu'évidemment ce sont les descendants de Wahhab, il y a une vocation traditionnelle, et il y a d'autres imams qui viennent de la société civile et qui montent à travers les universités, comme l'université de Médine, comme également l'université de Riyad, et qui ont une carrière
on va dire, de fonction publique religieuse, mais pas intermédiés par le gouvernement. Et puis vous avez un Haut Conseil des oulémas, où là vous avez des gens qui sont à la fois avec la bonne gradation religieuse, mais également nommés par l'État. Donc vous avez une structure ambivalente. C'est ce qui permet d'ailleurs de contrôler les fatwas de mort. Petite incidente, dans le monde sunnite, vous ne pouvez tuer quelqu'un que si vous avez une fatwa qui vous couvre. C'est-à-dire un imam de quelque degré que ce soit, qui dise vous avez le droit de tuer puisque tuer l'autre est quand même interdit. Si vous ne l'avez pas, vous n'allez pas au paradis. Donc un terroriste normal, il va voir un imam, il a sa fatwa, après il peut exécuter Jacques Bourgeois. Mais le problème, dans le monde chiite, c'est différent. C'est seulement le numéro 1 qui peut le faire. Par exemple, l'ayatollah Khomeini face à Salman Rushdie. Mais il est le seul à pouvoir la retirer. Donc vous avez un monde très géré et un monde très diffus, parce que dans le monde sunnite, et notamment dans le monde de terroristes, il suffit d'être bac plus 1, bac plus 2, bac plus 3 pour sortir une fatwa religieuse. L'avantage, c'est que si vous êtes que bac plus 2 en théologie, on va dire, et que quelqu'un qui est bac plus 3 dit vous avez faux, celui d'en haut peut l'annuler. Donc, vous avez une espèce de dispersion du risque de fatwa de mort dans le monde sunnite et une concentration très religieuse. Ils ont fait, les Al-Saoud, il y a quelques années, un texte qu'on respecte ou qu'on ne respecte pas, qui dit non, ce genre de fatwa, c'est le conseil des oulémas. Donc ils essayent, sans créer une église, ce qui est impossible dans le sunnisme, de recentrer vers des décisions plus haut niveau ces fatwas dangereuses. Donc vous avez ce conseil des oulémas qui est une espèce d'interface entre les deux mondes. Je ne sais pas si j'ai à peu près répondu. Et les chiites alors? Alors les chiites. Le chiite, si vous allez voir un hyper religieux très très barbu de base, c'est l'horreur. C'est-à-dire qu'il vous décrit l'humanité ainsi. Il dit il y a d'abord les musulmans, ensuite il y a les chrétiens qui n'ont pas tout à fait compris le discours de Moïse, puis ensuite de Jésus. Donc il a fallu envoyer Mahomet pour corriger tout ça. Mais bon, ils sont monothéistes. Ensuite, vous avez les Juifs qui, alors eux, n'ont pas compris Moïse, pas voulu voir Jésus, et ça ne va pas avec Mahomet, et qui sont battus contre le prophète. Mais bon, Juifs, chrétiens et musulmans sont quand même les gens du livre, une partie de l'Ancien Testament, et ils sont monothéistes. Ensuite, vous avez les athées, c'est la mort, ou l'apostat, c'est la mort, et l'homme n'hésite pas à vous dire. Ensuite, vous avez les chiites. C'est pire qu'un athée. Et vous avez, sur une partie de la population, cette idée que le chiite, c'est encore pire que quelqu'un qui ne croit pas parce qu'il a eu l'occasion de croire et il a pris la mauvaise voie. En tout cas, c'est imprégné chez beaucoup de traditionnalistes. Donc vous avez toujours dans cette société une tension chiite-sunnite qui dépasse ce qu'on peut percevoir ailleurs. D'où l'importance que les Saouds apportent à leur impression d'être encerclés par le monde chiite. Voilà. L'autre sujet sur les chiites, c'est que la population chiite, c'est 8 à 10% des 20 millions de Saoudiens. Il y a 30 millions, mais 20 millions de Saoudiens. Et elle est essentiellement concentrée dans la province pétrolière. Donc les chiites sont autour des stations de pétrole. Alors c'est assez embêtant parce que c'est quand même là qu'il y a le trésor. C'est là qu'il y a la divergence religieuse. Avec un autre problème qui est Bahreïn. Bahreïn est à 70% chiite et géré par un souverain sunnite qui, alors on ne met pas sur les ondes, en gros c'est le prince de Monaco par rapport à Salman. C'est Monaco, mais il est sunnite, il dirige ses chiites, parce qu'heureusement il a la protection de Paris. Donc il faut voir Bahreïn aussi, c'est une incidente, pas perçue par les Saoudiens comme un pays, mais comme une région. Ce qui fait que quand on se dit ils envahissent un État indépendant, c'est un scandale, eux n'ont pas la même perception. Ils sont en train de redresser la fiscalité à Monaco et plutôt la religion à Monaco. Bon, voilà. Alors ça, c'est les chiites. C'est le moment de vous demander une précision, puisqu'on parlait des religieux. Quand on parle du financement des mosquées hors d'Arabie Saoudite, par exemple en France, c'est dirigé par qui, si je puis dire? C'est dirigé par... Alors,
Il y a dans la doctrine saoudienne un prosélytisme qui est évident. C'est-à-dire que vous avez à un certain moment des financements qui partent par les organismes genre OCI et autres, et qui sont bien adoubés par la famille Al-Saoud. Et attention, c'est le financement des mosquées, de telle façon que ce soit le sunnisme, alors wahhabite, je devrais dire unitariste, eux ils s'appellent unitaristes, qui soit développé dans le monde. C'est un prosélytisme religieux qui est indépendant de l'idée Al-Qaïda Daesh. Hein. Et puis, vous avez les dons, vous avez la zakat, vous avez les gens qui sont convaincus dans la bourgeoisie, qui donnent de l'argent, et vous avez des collectes en mosquée, oui, bien sûr. Bonjour, Henri Pomeran. Une question d'ordre économique. L'Arabie Saoudite a pris des décisions importantes au cours de la période récente, notamment en lançant un emprunt, à ma connaissance, ce qui était le premier cas dans son histoire, et cette semaine a accepté de limiter sa production de pétrole dans le cadre de la réunion de l'OPEP. Alors, est-ce que vous pensez que le jeune prince Salman a la capacité de faire évoluer le pays vers une économie beaucoup plus moderne et beaucoup plus ouverte? Sur la volonté, oui. Sur la capacité, ça ne dépend pas que de lui. Alors, il faut replacer ça dans le contexte à la fois économique et politique. Le prix du pétrole a été divisé, est passé de 120 à 30, voire même maintenant 48-50. C'est 90% des recettes de l'État. Ça a immédiatement un effet sur l'équilibre budgétaire. Ce qui n'était pas grave au départ, puisque vous aviez à peu près 4 ans de réserve de PIB de réserve de change, et qui n'aurait été finalement pas plus grave que les précédentes périodes de baisse du prix du pétrole, s'il n'y avait pas la guerre du Yémen et de la Syrie, qui leur fait dépenser par mois énormément d'argent. Donc il y a une hémorragie de balance des paiements qui est assez importante, et il fallait la traiter. Alors ils l'ont traité de plusieurs façons. Un, ils ont ouvert le marché de la dette, il n'y avait pas de dette extérieure. D'ailleurs, ils auraient voulu en avoir même dans le passé pour animer un marché de la dette. Et ils ont fait cet emprunt de 17,5, je crois, milliards de dollars qui aurait pu être souscrit 3 ou 4 fois. Ils ont dépensé 2 années de réserve de change, donc ils ont peut-être 2, 3. Et ils ont une dette qui va peut-être cette année être à 25% du PIB, si vraiment ça se passe mal. On n'est pas dans les 98 que d'autres connaissent. Évidemment, la première mesure, c'est d'obtenir que le prix du pétrole remonte, puisque c'est la source immédiate. La deuxième mesure, c'est qu'ils en ont profité pour ébarber tous les dossiers de BTP et autres qui étaient un petit peu excessifs par rapport aux besoins du pays, on va dire pharaoniques. Donc ils ont vraiment tiré dans le tas, en arrêtant des chantiers, en ne lançant pas des appels d'offres qui allaient arriver pour limiter ces dépenses publiques. Et après, ils ont fait quelque chose que moi je n'avais jamais vu en tant qu'économiste. Ils ont bien sûr réaugmenté les prix du gaz, de l'électricité en les doublant pour se rapprocher de la vérité des prix. Mais ils ont surtout fait au mois de septembre une baisse autoritaire des salaires des fonctionnaires de 20% du salaire de base, plus la suppression de la plupart des bonus. Alors je vous donne 2 exemples. Un pilote de ligne de Saoudia, avant cette mesure qui a été appliquée en 2 fois sur le mois de novembre et décembre, gagnait 120 000 riyals, maintenant il gagne 60 000 riyals. C'est énorme. Et quelle est la part des fonctionnaires dans la population active ? Vous avez donc 30 millions de personnes, je ne vais pas parler en population active, 30 millions de personnes dont 20 millions de Saoudiens. Ces 20 millions de Saoudiens sont à 80% fonctionnaires. Donc vous avez tapé dans le cœur des choses. Je vous donne un autre exemple. Un général saoudien qui gagne 3-4 étoiles, 59 000 SAR par mois, passe à 39 000. C'est immense, j'ai jamais vu ça nulle part. Et c'est un pays où, finalement, on est là ce vendredi, la dernière mesure a été prise, je crois, la semaine dernière. Tout va bien, personne ne va dans la rue. Tout le monde, pour l'instant, oublie qu'il y a eu des printemps arabes. La consommation ? Alors la consommation était déjà en baisse
Depuis avril-mai, on avait vu le retournement des biens durables et semi-durables, notamment automobiles, meubles et autres. L'alimentation se porte bien parce que vous avez l'effet démographique, puis quand les achats durables baissent, on mange un peu mieux, et puis il y a un effet qualité. Mais tout ce qui est cyclique était en train de plonger avant cette mesure-là. Donc avant cette mesure-là. Par exemple, des ventes de pneus de Michelin, c'est moins 22% en volume, c'est des choses importantes. Ouais. Pardon Dans l'ordre, s'il vous plaît. Merci. Oui, pas de chance. Oui. Oui, bonjour. La question Vous avez évoqué justement le conflit au Yémen et le conflit en Syrie. Vu de l'intérieur, en Syrie, on lit dans les journaux que Al-Qaïda en Syrie, donc Al-Nosra, a des soutiens qui proviennent pas forcément des Al-Saoud, mais d'Arabie Saoudite. On imagine aussi que si Bachar el-Assad partait, il serait remplacé par probablement les frères musulmans, qui sont des ennemis des Saoudiens. Quelle est votre vision du rôle de l'Arabie Saoudite en Syrie et de ses intérêts ? L'Arabie Saoudite, comme toujours, elle sait exactement à long terme ce qu'elle ne veut pas. C'est ce que je vous ai dit, les frères musulmans, Daesh, voire même et Al-Qaïda certainement. Maintenant, il y a cette espèce de vision pragmatique de père de famille, c'est que je gradue entre les difficultés. Le rapprochement avec la Turquie d'Erdogan, qui est quand même le centre le plus actif de la pensée des frères musulmans, s'explique pas autrement. C'est que il y a des choses que vous craignez plus que l'autre. La première priorité, c'est de ne pas avoir Daesh. Après, c'est de ne pas avoir... ça, c'est ma vision. Les frères musulmans. Après, c'est peut-être de ne pas avoir les alaouites, parce que c'est un pseudo-chiisme. Mais dans l'action pratique, on fait des alliances temporaires avec des gens qu'on qualifie quand même d'organisations terroristes, si c'est nécessaire. Voilà ce que je peux répondre. Alors dans le détail, moi je m'occupe très peu de la Syrie, mais ce que je vois, c'est cette espèce de pragmatisme entre le mal, le moins mal et le moins mal. Voilà. Oui, bonjour, Gilles de Noyelles. J'ai 3 très courtes questions. Petit 1, on a évoqué le rôle croissant du fils du roi. Oui, Changement, semble-t-il, relativement important de mode de gouvernance en Arabie Saoudite. Est-ce que vous pensez que ça va prospérer, que ça va induire d'ailleurs un changement dans l'ordre dynastique de succession? Deuxième question, est-ce que ce régime, dans votre esprit, peut durablement fonctionner de façon stable, ou est-ce qu'il y a un risque d'implosion de ce pays qui est central sur le plan de l'économie mondiale dans les, 10 ans qui viennent? Et puis, petit commentaire rapide, peut-être dans la foulée de ce que vous avez dit à l'instant, sur la lutte d'influence Iran-Arabie Saoudite dans la zone. Alors, le fils du roi. En fait, on a une troïka. Vous avez le roi qui a 79 ans, vous avez le Crown Prince qui est complètement adoubé, qui sera roi nécessairement si le premier meurt, qui a 56 ans, mais qui est comme caractéristique de ne pas avoir de descendant mâle. Donc on sait qu'il ne protégera personne et qu'il ne préparera pas un fils, voire un frère. Et ensuite, vous avez Mohammed bin Salman, qui, suivant les versions, a entre 30 et 35 ans, suivant ce qui est politiquement admis de faire. Cet homme-là est en fait le numéro 3 du régime, parce que papa a dit que ce serait le vice-crown prince, mais pour simplifier, tout le processus d'adoubement du vice-prince n'est pas fini. C'est-à-dire que quand Mohammed bin Nayef, si Salman meurt, arrive comme roi, il y a encore un degré de liberté pour que Mohammed bin Salman ne soit pas le suivant ou disparaisse un peu de la perestroïka. De la troïka, pardon. C'est un peu lié d'ailleurs. Alors cet homme-là, il a évidemment 2 objectifs. Un, d'exister avant que ce genre de risque lui arrive sur le dos, de prolonger au maximum, mais ça dépend pas de lui, la vie de papa, parce que c'est ce qui lui permet d'avoir un bilan, et d'avoir des résultats concrets. Il s'est entouré d'un grand nombre de consultants américains essentiellement, parmi lesquels on compte d'ailleurs aussi Jacques Attali, et il a tiré un bilan de ce qu'il fallait faire pour l'après-pétrole
et pour l'économie qui est correcte. Vous êtes dans une population qui a 70% moins de 35 ans. Il y a un chômage endémique, c'est pour ça qu'ils sont tous dans la fonction publique. Si on ne crée pas un secteur pour les absorber, on est dans un vrai problème à long terme. Donc il met tout son poids pour être l'homme qui va réformer la chose, à la fois parce qu'il le croit, mais surtout parce qu'il faut qu'il existe. Là où il a plus de difficultés, c'est sur la guerre du Yémen, parce que les Saoudiens, en interne, lui attribuent d'avoir influencé le papa pour intervenir au Yémen, qui est l'équivalent d'un Vietnam dispendieux et difficile à finir. Donc il est sur le pont d'Arcole, il y a beaucoup de grenailles, il ne faut pas qu'il prenne une balle, et il faut qu'il traverse. Donc il est pressé. Voilà. Son diagnostic est bon. Est-ce qu'il a la capacité? Il y a un problème d'encombrement du pouvoir, parce qu'il a tellement de pouvoir qu'on n'arrive plus tellement à le faire fonctionner. Il dirige Aramco, il dirige le ministre de la Défense, il dirige toute l'économie. Il a 30 ans, d'accord, il est dynamique, mais il n'y a que 24 heures dans la journée. Donc l'accession à sa prise de décision n'est pas très facile. Est-ce qu'il a la capacité? Ça dépend du tissu social. Et le tissu social ne va pas pouvoir aller à 2030-2020 comme il le souhaite, mais le fait d'avoir mis la barre si haute fera que si on atteint un tiers, c'est au moins quelque chose que ce gouvernement aura fait et qu'Abdallah n'avait pas fait. Les risques pour le régime vis-à-vis de la population intérieure, par exemple? Moi, je définis les Saouds comme un espèce de courtier en pouvoir. Ce sont eux qui, en maniant à la fois l'outil tribal et l'outil religieux, je voulais un peu expliquer, font un peu l'équilibre entre des forces qui seraient très très rapidement divergentes, comme ce qui s'est passé en Irak. Si vous cessez d'être le garant d'un équilibre entre les tribus, vous allez retrouver des choses aussi violentes que ce que vous aviez eu entre les tribus de Saddam Hussein et les tribus non Saddam Hussein. Si vous rouvrez la boîte religieuse trop forte, vous aurez bien sûr le problème de la province de l'Est, qui est quand même chiite et de Bahreïn, et vous aurez probablement aussi des conflits Al-Qaïda, frères musulmans et Daesh, qui viendront dans votre population. Donc, le risque, c'est que ce bouchon, tout d'un coup, explose. Il n'est pas vraiment dans la rue. Ce qui est assez étonnant, c'est qu'avec une purge telle qu'on l'a sur la fonction publique, personne ne bouge. Alors, c'est un pays où les partis politiques, les syndicats, l'association, tout est interdit. Mais il y a une tradition de sujet à roi qui est vraiment dans la mentalité. Le roi a beaucoup de droits que nous, on ne pourrait même pas supporter d'un vice-président de la République. Il y a une reconnaissance du pouvoir implicite des pères et du roi qui est le père des pères. Maintenant, je constate que quand Abdallah avait eu peur des effets sur l'Arabie Saoudite des printemps arabes, il avait en 2 mois, à son retour, donné 20% du PNB aux ménages. Et ça avait beaucoup calmé. Ce que je constate, c'est que celui-ci, emporté par les réformes, fait l'inverse. Moins 20%. Alors je suis dans un pays qui, moi, continue toujours de me surprendre. Vous avez des excès dans un sens, des excès dans l'autre. Où est vraiment la réalité du pays? Donc, vous savez, après 16 ans, je ne suis pas tout à fait sûr de le savoir. Pour compléter la première question de mon ami sur l'économie, je voudrais savoir où ils en sont au niveau du rachat des T-bonds américains. Ça monte, ça baisse. Je voudrais savoir comment vous pratiquez votre rapport à la jeunesse quand vous êtes sur place. Est-ce que vous connaissez des jeunes? Est-ce qu'ils vous font sortir un peu? Est-ce qu'ils vous racontent un petit peu ce qui se passe de l'intérieur? Comment ça se passe aussi au niveau de la corruption, la petite corruption là-bas? Comment ça se passe au niveau de l'importation du Captagon, de la drogue du Captagon sur place? Ils sont grands consommateurs de ce genre d'amphétamine. Attendez, avant la jeunesse, c'était quoi? Les jeunesses... les T-bonds. Sur les T-bonds, je n'ai pas d'avis très, très fondé, mais je pense qu'il y a des limites. Il y a une menace qui est claire. Les Américains, c'est une histoire conjoncturelle qui est intéressante à la suite du JASTA, c'est-à-dire de la possibilité ouverte par le vote du Sénat qui a contré le veto
de Obama que les individus dont les familles ont été frappées par le 11 septembre puissent attaquer l'État saoudien. Le fameux dossier qui n'a jamais été déclassifié, c'est ça ? Qui, semble-t-il, n'a jamais été déclassifié, mais qui, en tout cas, en ce moment, a débouché sur un gros coup de canif dans le contrat saoudien-États-Unis qui avait été passé à l'époque, en 1945, sur le croiseur du Quincy. Donc, ils sont, vis-à-vis des États-Unis, un petit peu inquiets, et la politique de rapprochement des États-Unis vis-à-vis de l'Iran leur donne l'impression d'un lâchement progressif, mais pas total. Ils ont quand même bien conscience que personne d'autre ne pourra défendre les pompes à essence s'il y a une crise que les Américains. Donc ils sont un peu inquiets de cet éloignement. Ça les conduit un peu à se rapprocher des Chinois, qui sont maintenant les premiers enleveurs de pétrole en Arabie. Les Russes, c'est plus compliqué. Parce que grosso modo, plus vous êtes opposé à Al-Saoud, plus il essaye de vous séduire en clientélisme. C'est-à-dire qu'on sent très bien que quand Poutine tend les choses, au lieu d'avoir un rejet total, on essaye de discuter pour voir si on ne peut pas le faire revenir en partie. C'est ce qui fait d'ailleurs une partie du désagrément français. On a eu un tel alignement des planètes diplomatiques entre les deux pays que d'une certaine façon, puisqu'on était d'accord, c'était pas la peine de nous donner des cadeaux, puisqu'on est ne nous dispersons pas. Donc on voit paradoxalement, quand il y a les tensions américaines ou les tensions avec les Russes, tout d'un coup les Al-Saoud allaient aux États-Unis et en Russie pour négocier quelque chose pour que ça aille pas plus loin. Ouais, c'est le paradoxe de leur pratique. Et c'est ce qui fait souvent nos déceptions quand on attend des gros cadeaux qui sont... on n'est pas dans le monde des bisounours, il n'y a pas de cadeau. Donc il y a un moment où le cadeau, il doit avoir un impact sur le changement d'attitude. Quand on est trop aligné, c'est pas un reproche, il y a moins d'intérêt, vous faites partie des clients. Voilà. J'ai pas répondu à tout. La jeunesse. La jeunesse, comment on la voit ? Quand on rédige ça, on les a fait venir. Alors, dans certaines conditions à la maison, on parle avec eux, on les voit également avec papa à la maison. C'est une jeunesse qui est complètement immergée dans les nouvelles technologies, Internet et autres, qui est désœuvrée, qui reconquiert peu à peu la possibilité de draguer normalement grâce aux outils Internet et autres, mais qui s'ennuie. Alors évidemment, les conséquences, c'est un développement des trafics de drogue, c'est des rodéos de voitures dans les villes, c'est une jeunesse qui n'a pas quand même un emploi total. Et c'est une jeunesse auquel les parents n'ont jamais expliqué que c'était parce qu'il y avait une sphère productive que le salaire était généré. Il y a souvent une explication qui est un peu bestiale, c'est l'activité économique est un droit, c'est le retour du pétrole, et le salaire, c'est une subvention. Mais il n'y a pas le bouclage économique entre les deux. Je vous donne un exemple. J'ai eu un Saoudien, mais c'est une caricature, qui est venu vouloir se faire embaucher chez nous. Et je passais par un recruteur qui parlait arabe, et on lui demande ce qu'il peut nous apporter. Et, il ne parlait pas français, pas allemand, pas anglais, il parlait qu'arabe, très bien. Informatique, je n'ai jamais fait d'informatique, aucun diplôme, etc. On dit, mais pourquoi pensez-vous qu'on va vous employer ? Et la réponse est tombée en disant, c'est pas la question, je viens chercher ma part de pétrole. Alors, c'est une caricature, mais on vient de là, et il n'y a pas d'enseignement micro ou macroéconomique, il n'y a pas cette boucle-là. Ils ont une jeunesse qui n'est pas tout à fait dans la réalité. Celle que vous voyez en Europe est très très développée. C'est les fils de princes, c'est les élites. Alors ceux-là, ils ont fait Harvard, ils ont tout fait ce qu'il faut, et ils sont très très brillants. Mais la jeunesse de classe moyenne, de classe inférieure, il y a un réel problème. Il y a un réel problème. La corruption, on n'est pas dans une corruption de type africain. C'est que vous pouvez pas corrompre un fonctionnaire en mettant un billet dans un passeport. Oui. C'est pas cette chose. Non.
vous ne pouvez pas acheter facilement parce que vous êtes dans un pays de dénonciation, vous êtes dans un pays d'îlotage, de chef d'îlot. C'est très très contraint par votre environnement. C'est un peu, je caricature, l'Allemagne de l'Est avant la chute du mur. Donc cette corruption de base, elle n'est pas si endémique que dans des pays sous-développés de même nature. La corruption de haut niveau, c'est une autre affaire. Je ne voudrais pas en parler, mais ce que je veux dire, c'est que c'est le seul pays dont le nom soit associé à une famille. Pour eux, c'est pas tout à fait une nation, c'est une série de copropriétés. Vous êtes dans un immeuble et chaque famille princière a sa propriété. Donc, chaque artisan devant travailler à chaque étage doit faire attention de ne pas travailler à tous les étages. Maintenant, c'est très fragile du côté des hommes parce que la société implique que la femme ne puisse pas faire de démarche sans l'homme. Alors, vous êtes fonctionnaire ou dans le privé, votre maman veut aller à l'hôpital, vous quittez votre poste et vous l'emmenez à l'hôpital. Donc le temps de travail est également très fragmenté par des obligations sociales. On a parlé de la relation avec les États-Unis très importante. Vous avez une idée des réactions, des questions qui peuvent se poser par rapport à Trump, à l'arrivée de Trump au pouvoir? Oh, je serai dans le Café des Commerces, mais sur les... Ils font, c'est vrai pour Trump, ça va être vrai pour Fillon, pour Ayrault, ils font bien la part des déclarations pour gagner les élections et de la pratique après des hommes politiques. Donc ils sont relativement peu effrayés par les foucades un peu extrêmes. Bon. Les foucades de Trump n'étaient pas celles qui les inquiétaient le plus, sachant qu'ils ont plus de proximité avec des présidents républicains en général, provenant du monde des affaires, qu'avec les démocrates. Mais c'est un peu Café du Commerce que je vous dis. Ils seront adaptatifs. Philippe Tixier, on a parlé de la jeunesse. Moi, j'ai une question plus précise, effectivement, sur la jeunesse. J'imagine que dans ce pays, il y a quand même beaucoup de jeunes Saoudiens qui ont la possibilité d'aller à l'étranger, aux États-Unis, en Europe. Il n'y a pas que les fils de princes, j'imagine, quoique les princes soient assez nombreux, si j'ai bien compris. 1 millier, si j'ai bien compris. Oui, moins que ce qu'ils disent. Oui. Moins que ce qu'ils disent. Bon, donc il y a beaucoup de jeunes Saoudiens et intelligents, parce qu'il y a des gens intelligents partout, qui vont à l'étranger. Bon, ils voient le fonctionnement de la société, par exemple française ou anglaise, etc. Ils reviennent au pays. Qu'est-ce qu'ils en disent? Et d'autre part, Internet, vous dites qu'ils sont tous sur Internet. Bon, Internet, on ne peut plus endiguer Internet. Je pense qu'Internet pénètre l'Arabie comme tous les autres pays. Bien. Donc, comment est-ce que cette jeunesse intelligente décrit la situation interne et qu'est-ce qu'elle a en tête? Comment est-ce qu'elle voit? Et pour terminer sur ce schéma, je dirais, on sait que la fameuse troisième corbeille des accords d'Helsinki, qui a été à l'époque considérée comme négligeable, a finalement eu raison de l'Union soviétique. Est-ce qu'on peut rêver d'une troisième corbeille mode saoudien? La prédiction des ruptures, ça j'ai jamais su faire 0 et 1. Cette jeunesse s'ennuie, cette jeunesse voit le monde, mais en même temps, elle est très gérée par leur propre famille. C'est-à-dire qu'ils vont à l'étranger, ils vivent assez proches de nos valeurs, ils tâtent de tout ce qu'il faut, ils sont contents. Et quand ils rentrent, ils se remettent vraiment dans le majlis du papa. La plupart de ceux que je connais ne fument jamais en public devant leur père. Et il y a cette puissance à la fois tribale et familiale qui fait un contrôle social très très fort sur leur comportement dès lors qu'ils sont revenus à la maison. Le premier mariage, j'en connais pas qui ose dire que ce ne sera pas une cousine ou quelqu'un de la bonne société. Le deuxième mariage, c'est le degré de liberté. Maintenant, il n'y a plus tellement de deuxième mariage, parce qu'il n'y a plus que 3% de polygamie contre 9% il y a 10 ans. Mais ils sont encore, par la règle du sang, par la règle tribale, par le respect du patriarcat, vraiment janus. Vous n'avez pas du tout les mêmes quand ils rentrent. Et bouleverser le code familial, le code tribal et le code paternel, ça a encore un prix très très élevé qui peut expliquer qu'on n'ait pas les mêmes effets
que ceux qu'on a dans des pays qui ont vécu les printemps arabes. C'est une société beaucoup plus inerte, hein, au sens... voilà. Je vois pas... la perte de pouvoir ou de socialisation qui consisterait à faire 1m68 contre papa serait dramatique pour un jeune. Il serait plus du club, mais complètement plus du club. On est très loin des sociétés tunisiennes ou marocaines. Hélène Fatou, vous avez évoqué la jeunesse, bien sûr, oui. Mais la femme dans tout ça, comment se place-t-elle? Les filles, quelle éducation reçoivent-elles? Et est-ce qu'il y a une évolution en dehors des histoires de voile ou de conduite d'automobile? Est-ce que vous pouvez nous en parler et nous dire s'il y a un mouvement qui s'agite un peu? Oui. Il y a d'abord, elles veulent travailler parce qu'elles veulent sortir de cet enfermement familial et parce que le travail, dans ce cas-là, essentiellement dans des entreprises occidentales, est une ouverture au monde. Donc quand on les emploie, ce sont des personnes très très présentes qui sont, à mon avis, avec un taux de productivité de 20% meilleur et qui ont très peu d'absentéisme parce qu'elles tiennent à leur poste. Voilà. Donc on est dans ces débuts de développement de l'emploi féminin de base. Il y a beaucoup de femmes d'affaires aussi. Alors au niveau élevé, elles ont une grosse indépendance. Vous avez dans l'Assemblée, qui est une espèce de conseil économique et social qui s'appelle le Majlis El Choura, à peu près 30% de femmes, dont certaines qui poussent, comme dans nos époques 1900, le statut de la femme. Et elles se battent d'ailleurs plus sur le problème du tuteur masculin que sur le problème de la conduite. Parce que le vrai problème de la femme, c'est de toujours devoir être accompagné par un mâle. La voiture, c'est pas majeur. C'est un signal qui montrera qu'un gros pas est accompli. Donc voilà le schéma féminin. Il y a eu des gros progrès. Par exemple, quand j'étais au début en Arabie, la femme n'avait pas de carte d'identité elle avait la photocopie de celui de son homme. Maintenant, chacun a son titre. Il y a des choses qu'on a vues grosso modo dans les années 1900 en France. La première femme pilote, la première femme avocat, vous en êtes à peu près là. Et dans les princesses, notamment la fille d'Abdallah, il y avait des gens qui poussaient à l'éducation des filles. Il y a eu une première secrétaire d'État femme, qui est quand même énorme dans cette culture-là. Oui, mais c'est assez progressif. La vraie contrainte majeure, c'est la perception de la femme comme, j'allais dire, une armoire du sang. Enfin, un meuble qui maintient le sang du clan et de la famille. À partir de là, c'est à la fois une forteresse magnifiée, mais c'est aussi quelque chose qu'on enferme, quoi. Philippe Copello, quelle est la place du travailleur étranger dans cette société, depuis le ouvrier pakistanais jusqu'au patron d'Airbus? Il y a 30 millions d'habitants en Arabie, il y en a 10 qui sont des expatriés, ceux que vous venez d'identifier. Et cette société, ces 10 millions d'expatriés occupent à peu près 90% des jobs privés, sachant que les 20 millions de Saoudiens occupent 90% des jobs fonctionnaires. Donc vous avez cette césure-là, et en fait, oui, on est là pour faire fonctionner la partie privée, quoi. Voilà. Alors la place est différenciée. Vous avez les petites nationalités, hein, je le dis tel que je le perçois, philippins, pakistanais et autres, qui sont la grosse main-d'œuvre. Après, vous avez les occidentaux qui sont un peu différenciés. Entre les deux, vous avez les maghrébins qui ne sont pas tout à fait des arabes du cru, comme je vous ai dit, mais pas tout à fait non plus des musulmans non arabes. Vous avez des strates. Et puis vous avez les descendants d'esclaves. L'esclavage a été aboli en 83, je crois. Il y a eu que la Mauritanie après. Et donc on a encore dans cette société non pas un racisme, mais une crainte du mélange du sang avec du sang de descendants d'esclaves. Je m'explique. Quand vous êtes membre d'une tribu,
si vous avez un ennui dans la vie, vous pouvez aller voir l'ensemble de la tribu, elle sera derrière vous. Elle est solidaire. C'est une vraie sécurité sociale. Si vous êtes esclave, vous êtes dans la tribu, vous avez le nom de la tribu, mais vous serez seul en cas de difficulté, parce que vous n'êtes pas du sang. Alors, la peur de cette société, c'est la mésalliance. C'est-à-dire que le sang d'une catégorie qui n'est pas sous protection sociale arrive dans votre famille, ce qui vous enlève des avantages pour vos descendances. Et vous avez encore des choses très, 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 très importantes comme ça. Il y a plusieurs anecdotes qui peuvent le montrer. Est-ce que vous pensez sur ce thème qu'il y a un risque à un moment donné de saoudisation des emplois privés de manière un petit peu obligatoire? C'est pas une risque, c'est une politique. C'est-à-dire que leur objectif, et leur pratique, c'est de mettre des quotas de saoudiens dans le secteur privé. Donc, par exemple, dans l'industrie, il faut avoir 30% de saoudiens dans vos effectifs. Dans la banque, c'est 90%, suivant les secteurs. Et suivant que vous atteigniez le taux de saoudisation qui est prescrit et requis, vous avez des avantages ou non dans la gestion de votre personnel. Et si vous avez trop peu de saoudiens, vous n'obtenez plus de visa, vous êtes puni. Il y a toute une gradation des visas qui se fait à travers la saoudisation. Oui, Étienne Coppel. À propos du Yémen, est-ce qu'à votre avis, la famille royale cherche l'écrasement bête et méchant, si je permets, des chiites, ou est-ce qu'il peut y avoir des aménagements territoriaux, des frontières un peu rénovées qui permettraient de résoudre le problème? Moi, mon préjugé, c'est que c'est pas une guerre religieuse, et je pense pas que le problème soit chiite, c'est une guerre tribale. C'est que vous avez une opposition entre, à nouveau, des Koraïèches, les tribus descendants du prophète, et les Kartani, et vous avez des conflits de seigneurs de guerre tribaux. La deuxième chose, et bon, comme les Haïdites sont une mouvance pseudo-chiite, pas tout à fait chiite, les Saoudiens ont intérêt à dire que c'est fait partie de l'encerclement chiite, et les Iraniens à dire on est avec eux. Mais je pense que c'est un double habillage des deux côtés. L'essentiel, c'est quand même la puissance des seigneurs de guerre et la proportion de outils, outils au sens tribal plus religieux, qui est quand même de 30%. C'est pas une minorité, c'est 30% de la population. Donc le Saoudien, au départ, il a dû vouloir régler un problème de déséquilibre entre les outils et les non-outils, du moins cette population qui se trouvait un peu malmenée auparavant. Il a pensé que ce serait court, et puis il ne sait plus faire. Et à partir du moment où les outils n'ont pas vraiment envie de négocier, le Saoudien s'agite, peut sortir le portefeuille, mais ça bouge pas. Vous êtes un peu dans le cadre du Vietnamien qui mange son riz en sous-sol tandis qu'il y a le napalm qui tombe, mais il a le temps. Les autres ont la montre et lui il a le temps. Et donc vous avez un enlisement, alors que je pense honnêtement que là les Saoudiens voudraient en partir au plus tôt, mais ils ne se sont pas fixés d'objectifs de guerre réels, donc ils ne l'atteignent pas, mais ils ne peuvent pas l'adopter en route. Donc ils sont au milieu de nulle part. C'est ce qui est le plus inquiétant. Et pendant ce temps-là, comme personne ne va au sol, on fait des bombardements. Il y a un certain nombre d'agressions, de bavures, de désastres qui vont s'accumuler, qui vont leur mettre à la fois l'opprobre arabe et l'opprobre international. Parce que, où que ce soit, quand on bombarde, on tire toujours en dehors du sujet pour une partie, hein, même les Américains. Il y a toujours 20% de bombes qui ne tombent pas où il faut. Hein. Alors les Saoudiens, c'est peut-être plus, mais non, ça ne marche pas. Quoi. Une autre petite question. Comment ça s'est passé, le rapatriement de toute cette force de travail indienne, pakistanaise Comment ils arrivent en... Non. Comment ils ont été ramenés chez eux? Parce que vous saviez, ils crevaient tellement de faim que leur ambassadeur a dû se déplacer pour venir les chercher. Donc comment ça se passe au niveau de la gestion des passeports? Comment ça se passe au niveau de... je ne vais pas dire des droits de l'homme, mais au moins des droits du travailleur. Comment se comportent le droit du travail est assez simple. Quand elles sont sur Comment place, se comportent les entreprises qui sont stationnées sur place, les entreprises françaises, est-ce qu'elles prennent position ou est-ce simplement elles courbent un peu les chines ou elles regardent un peu ailleurs?
Vous parlez de quel rapatriement, moi Des Pakistanais. En Arabie ou aux Émirats? C'est pas la même chose, hein. Il y a Arabie et Émirats. J'ai pas vu le rapatriement des Pakistanais en 16 ans. Pas du tout? Non. D'accord. Chez un chauffeur, j'ai dit... Non, et au niveau des passeports, ça va, tout se passe bien? Vous laissez pas votre passeport quand vous rentrez, vous le reprenez, tout se passe bien? Non, il y a eu une évolution assez forte qui est liée d'ailleurs au reste dans le Code du travail de la période d'esclavage, on est bien d'accord. C'est-à-dire que quand je suis arrivé en Arabie, on laissait son passeport et on obtenait sa carte de résidence. Donc et c'était encore plus dur pour son épouse, y compris occidentale, parce qu'elle avait la copie du titre de résidence du mari. Donc il y a un sentiment d'enfermement très fort, encore plus fort si vous n'êtes pas occidental, si vous êtes une petite catégorie, et donc une pression. Ceci a disparu maintenant, chacun a son passeport, et c'est plus l'entrepreneur qui le garde dans un coffre. Bon, maintenant le droit du travail est assez rudimentaire. Vous avez des contrats locaux, vous avez des obligations de congé comme ailleurs, de durée du travail, elle est de 48 heures maximale. Vous devez faire 30% de l'équivalent du salaire de base en housing pour permettre aux gens de se loger, qu'ils soient pakistanais, philippins. Et puis, si vous voulez le chasser, vous avez à payer un demi-mois de salaire s'il est 5 ans de présence et 1 mois de salaire par année après. Mais quand vous le licenciez, vous n'avez pas à motiver. C'est que vous le licenciez, vous le mettez à la frontière. Vous parlez arabe? Un petit peu, mais pas trop. Mais vous le mettez à la frontière. Alors, en début de période, vous le mettiez à la frontière, vous pouviez le matin le mettre à la frontière pour le soir avec sa famille. C'était très très violent. Maintenant, il y a un petit délai, mais grosso modo, si vous licenciez quelqu'un, vous le mettez à la frontière, mais il peut revenir sous un autre visa. Il y a une chose qui tente à disparaître et qui était très très agressive au plan social, qui était il y a une dizaine d'années, c'est-à-dire que vous aviez le droit, sans motiver votre décision, de mettre la personne à la frontière et de lui interdire pendant 2 ans de prendre un autre sponsor, sans motiver. Ceci disparaît. Voilà. On est dans un droit très immédiat. Tu fais plus l'affaire, tu t'en vas. Mais les partis les plus agressifs sont en train d'être érodés une à une. Je reviens sur la jeunesse. Oui. Quand je vous entends parler de la jeunesse saoudienne, j'ai l'impression que vous ne fréquentez que la jeunesse des salons feutrés. Ah ben c'est vrai. D'accord. Et jamais vous allez un peu bourlinguer, vous connaissez pas des Saoudiens? Si, on peut les voir. On peut les voir dans la rue, on peut discuter. Vous discutez un peu avec vos serviteurs, non? Oui, d'abord, j'avais pas de serviteur, moi. Il faut être très direct, je n'ai aucun serviteur et j'en aurai jamais. Non, on discute avec les gens, on voit les jeunes Saoudiens, mais des jeunes Saoudiens de 24, 25 ans, ils sont pas faciles à aborder. Pas facile à aborder. Le milieu familial français, saoudien est très très fermé. C'est que vous voyez le père, vous voyez la personne à laquelle vous allez travailler, vous n'allez pas chez lui. Vous n'allez donc pas voir ses enfants. On n'a pas tous la chance d'être sortis avec une saoudienne, c'est ça? Pardon? On n'a pas tous la chance d'être sortis avec une saoudienne. C'est même pas... ça dépend. Si vous voulez sortir avec une saoudienne, il va falloir vous faire musulman, et puis 2, il va falloir quand même discuter avec la famille avant. Merci beaucoup pour toutes ces réponses. On pourrait y passer encore beaucoup de temps.